Dans l'histoire viking, il existe un châtiment méconnu, rarement évoqué, mais bien attesté dans les textes norrois. Le skepum, une humiliation sexuelle symbolique imposée aux captifs, et en particulier aux femmes guerrières tombées entre les mains de leurs ennemis. Contrairement aux fantasmes modernes, ce rituel ne reposait pas sur un viol ou une agression physique explicite, mais sur une mise en scène publique de la nudité et de la honte, destinée à briser l'honneur, détruire le statut social et effacer symboliquement l'identité guerrière de la captive. Dans les sociétés nordiques, l'honneur n'était pas une abstraction, c'était la base même de la personne. Le perdre, c'était perdre sa place dans le monde. Le skepum était donc une arme sociale terrifiante. Les sources médiévales sont claires. Dans la Grettis Saga Chap 18-19, il est écrit que les captifs pouvaient être exposés nus, attachés pour qu'ils ne puissent cacher leur honte. La Orkneyinga Saga rapporte la même pratique, décrivant la manière dont des ennemis vaincus étaient mis nus devant tous pour montrer leur déchéance. Ces descriptions sont analysées de manière détaillée dans les travaux de Preben Møllengracht Sørensen, spécialiste du Nid, l'insulte rituelle nordique, Norse Need and Cultural Meaning, 1983, et de Jesse Björk, Viking Age Iceland, 2001. Tous deux confirment que la nudité forcée constituait une humiliation sexuelle forte dans la culture viking, car elle retirait à la personne sa position sociale tout en la rejetant en dehors de la communauté. Pourquoi ce rituel frappait-il avec autant de violence les femmes qui portaient les armes? Parce que ces femmes représentaient, aux yeux des Scandinaves de l'époque, une inversion dangereuse des rôles. Elles défiaient la frontière entre féminin et masculin. On retrouve ces figures dans de nombreuses sagas. Hervør dans la Hervarar Saga, Brynhild dans la Völsunga Saga, Freydis Eiríksdóttir dans les sagas du Vinland. Ces héroïnes, qu'elles soient historiques ou légendaires, incarnent un trouble de l'ordre établi. Lorsqu'une femme guerrière était capturée, les hommes cherchaient à corriger cette transgression, à prouver que son identité guerrière n'était qu'une illusion indigne. Le skepum était l'outil parfait pour cela. Le rituel se déroulait en 3 étapes essentielles, décrites indirectement dans les sagas mais explicitement analysées par Els Rosdal de Vikings, 1991, et Jenny Jochens, Women in Old Norse Society, 1995. Première étape, l'attachement public. La captive était liée à un poteau, les bras relevés, incapable de se couvrir. Le poteau était installé au centre du campement ou du village, devant les guerriers et parfois devant les femmes du clan. Cela transformait la punition en spectacle communautaire. Deuxième étape, la dénudation partielle ou totale. Les vêtements étaient arrachés ou découpés, souvent jusqu'à la taille, parfois entièrement. La nudité n'était pas destinée à provoquer, mais à humilier. Dans cette culture, le corps nu exposé symbolisait la faiblesse et la perte de tout statut. Sørensen explique que la nudité imposée signifiait retirer à la personne son identité sociale en la réduisant à un corps vulnérable, une sorte de mort symbolique. Troisième étape, le nid, l'insulte sexuelle ritualisée. Le nid n'était pas une simple insulte, c'était une condamnation publique. Les mots prononcés avaient un rôle magique et juridique. Ils accusaient la captive d'être hors norme, contre nature, ni femme ni guerrier. Dans Egil's Saga, on lit que le nid pouvait rendre une personne inhonorable pour toute sa vie. Appliqué à une femme guerrière, il signifiait que son identité combattante était brisée, ridiculisée, annulée. Dans certaines sagas, des captives subissant ce rituel disparaissent ensuite totalement du récit. Jenny Jochens suggère qu'elles pouvaient être bannies, vendues comme esclaves ou choisir le suicide, la honte étant socialement pire que la mort. La société scandinave valorisait la réputation plus que tout. Une humiliation sexuelle publique équivalait à un effacement social. Neil Price, dans son ouvrage magistral The Viking Way, 2002, rappelle que les Vikings utilisaient la honte comme une arme, au même titre que la violence physique. Pour eux, détruire l'honneur d'une femme guerrière revenait à vaincre son clan, à restaurer l'ordre cosmique brisé par une femme qui avait osé prendre les armes. Price insiste. Pas une seule source médiévale crédible ne décrit un viol rituel collectif comme châtiment viking. Le skepum s'inscrivait dans la logique de l'humiliation sexuellement symbolique, jamais dans l'acte sexuel physique. Ainsi, le skepum était une mise en scène complexe, un rituel codifié visant à transformer une guerrière en nidung, une personne sans honneur et donc socialement morte.
Cette punition terrifiait davantage que la mort elle-même, car elle détruisait ce que les Vikings considéraient comme le cœur de l'humain, son nom, son rang, sa réputation. Le rituel interdit dont peu d'historiens osent parler n'était pas une déviance sexuelle, mais un acte politique et social, utilisé pour briser des femmes qui avaient défié les normes les plus sacrées de leur culture. Après avoir compris les fondements culturels du skepum, il faut maintenant entrer dans les cas concrets rapportés dans les textes médiévaux et par les historiens modernes. Même si les sagas mélangent réalité historique et éléments littéraires, elles constituent des sources anthropologiques essentielles pour comprendre les mentalités nordiques. Et lorsqu'on les met en parallèle avec les lois scandinaves, les annales germaniques et les travaux archéologiques modernes, un tableau cohérent émerge. L'exposition sexuelle symbolique des captives était un rite codifié, utilisé aussi bien dans la guerre, dans la vengeance privée, que dans certaines formes de justice clanique. Un des exemples les plus explicites apparaît dans la Grettis Saga, lorsque des ennemis capturés sont mis nus devant tous, attachés comme des bêtes pour montrer leur honte. Grettis Saga, chap. 18-19. Le texte n'indique pas directement que les victimes sont des femmes, mais les médiévistes, notamment Jenny Jokens et Neil Price, rappellent que ce type de punition visait tout individu violant les normes sociales, ce qui incluait pleinement les femmes guerrières. Dans la Orkneyinga Saga, l'exposition de captifs nus est décrite comme une stratégie pour anéantir leur réputation. Cette pratique n'avait rien d'exceptionnel. Elle était profondément enracinée dans la compréhension scandinave de l'honneur et de la honte. Les cas concernant explicitement des femmes combattantes se trouvent dans plusieurs récits semi-historiques. Dans la Hervarar Saga, lorsque des femmes prennent les armes, leurs ennemis évoquent la nécessité de rendre visible leur erreur, ce qui, selon l'analyse de Preben Møllengracht Sørensen, renvoie directement au rite de honte publique, y compris la nudité forcée. Le texte ne décrit pas la scène en détail, mais dans le corpus scandinave, la nudité imposée est la punition habituelle pour ceux qui transgressent les frontières sociales. De même, dans les récits concernant Freydis Eiríksdóttir, sagas du Vinland, on observe une tension permanente entre son rôle guerrier et la réaction sociale qu'il provoque, ce qui montre que les femmes armées étaient perçues comme des anomalies culturelles devant être corrigées ou humiliées si elles échouaient. Là où les textes deviennent plus explicites, c'est dans les lois norroises. La Gragas, loi islandaise, et la Frostating Law, loi norvégienne, mentionnent des pratiques d'exposition publique et de nudité forcée pour ceux qui commettaient un nid, c'est-à-dire un acte considéré comme honteux ou contraire à l'ordre naturel. Ces lois précisent que la personne humiliée perd l'honneur, le nom et la protection du clan. Or, une femme guerrière capturée après avoir pris les armes était, dans l'esprit viking, quelqu'un ayant commis un nid par définition. Elle avait renversé la frontière des genres. L'exposition sexuelle symbolique servait donc à annuler cette transgression. Les annales germaniques fournissent également des témoignages précieux. Dans les annales de Fulda, IVe siècle, il est rapporté que des femmes capturées lors de révoltes saxonnes sont exposées devant la communauté, parfois dénudées partiellement. Bien que les Vikings ne soient pas directement mentionnés dans ce passage, la pratique correspond exactement aux usages scandinaves décrits dans les sagas et les analyses de Jenny Jokens' Old Norse Image of Women, 1986. La continuité entre les cultures germaniques est évidente. La nudité imposée n'était pas un acte de violence sexuelle brute, mais une arme psychologique utilisée pour briser l'identité et le statut. La dimension rituelle du skepum se comprend mieux grâce aux travaux de l'archéologue Neil Price, The Viking Way, 2002. Price montre que la guerre viking reposait non seulement sur la force brute, mais aussi sur des rituels magico-symboliques destinés à manipuler la réputation de l'ennemi. Attacher une femme guerrière à un poteau, la dénuder partiellement, puis l'exposer à la communauté tout en la couvrant de nids, revenait à effacer son identité guerrière et à la replacer, de force, dans un rôle de faiblesse et de dépendance. Ce geste avait une forte portée performative. En humiliant la captive devant tout le monde, les guerriers réaffirmaient leur pouvoir tout en restaurant l'équilibre social que la femme armée avait perturbé. Dans plusieurs sagas, les guerrières capturées subissent des humiliations indirectes évoquant le skepum. Dans la Laxdæla saga, une femme qui se comporte comme un guerrier est publiquement ridiculisée et ramenée à sa nature. Dans Njal saga, les femmes qui sortent du rôle imposé par la société sont menacées d'humiliation publique.
Même si ces textes ne décrivent pas explicitement une nudité forcée, les analyses comparées de Sørensen et de Jokins montrent que les menaces d'humiliation publique incluent, dans la culture nordique, la possibilité d'un skepum. Il existe également des références indirectes à cette punition dans les artefacts archéologiques. Certaines stèles runiques mentionnent des accusations de nid associées à l'idée de réduire quelqu'un à la honte devant la communauté. Dans ces contextes, le corps exposé devient un outil de communication sociale, un langage du pouvoir. L'humiliation sexuelle symbolique est donc une construction culturelle, non un acte de violence instinctive. Le but du skepum n'était jamais de blesser physiquement, mais de détruire socialement. Une femme guerrière humiliée de cette manière devenait inépousable, inintégrable et dépouillée de toute protection légale. Pour les Vikings, une telle personne n'était plus un être moral. Elle était un niding, un être sans honneur. Cette transformation symbolique était plus terrifiante que la mort, car elle coupait l'individu de toute possibilité d'intégration future. Neil Price le souligne. Dans les sociétés scandinaves, l'honneur n'était pas négociable. Le perdre revenait à perdre son humanité. Ainsi, la punition sexuelle symbolique des guerrières capturées n'était pas un dérapage isolé, mais une pratique ancrée dans le système mental scandinave. Un rite brutal, mais cohérent. Une manière de restaurer un ordre que la simple existence d'une femme armée menaçait. Pour comprendre pleinement la portée du skepum dans les sociétés scandinaves, il faut analyser ce qui arrivait après l'humiliation. Car ce rituel n'était pas un simple acte ponctuel, il avait des conséquences sociales, juridiques et psychologiques profondes. Dans l'univers viking, où l'honneur constituait la base de la personne, l'humiliation sexuelle symbolique équivalait à une mort sociale, et les femmes guerrières exposées de cette manière en portaient la marque pour le reste de leur existence. Les résultats sont visibles dans plusieurs sagas. Dans la Laxdala saga, lorsque les femmes sortent du rôle imposé par la société, la menace d'humiliation publique suffit à les réduire au silence. Dans Jarl saga, l'idée de réduire quelqu'un à la honte devant tout le monde est présentée comme une punition pire que le bannissement. Jenny Jokins, spécialiste des femmes dans la société nordique Women in Old Norse Society, 1995, explique que ces menaces ne sont pas métaphoriques. Elles renvoient directement aux pratiques d'exposition publique et de nudité forcée, classées dans les registres du NID. Pour les femmes guerrières capturées, cette marque d'infamie était presque impossible à effacer. Elles perdaient immédiatement leur statut légal. Les lois islandaises Gragas et les lois norvégiennes Frostating sont claires. Une personne reconnue coupable de nid, ou soumise à un rite qui le symbolise, perd le soutien de son clan et devient un individu sans protection, équivalent à un proscrit. L'historien William Ian Miller, dans Bloodtaking and Peacemaking, 1990, rappelle que dans une société où la vengeance privée structurait la justice, être sans clan équivalait à être vulnérable à tous. Le skepum transformait donc la captive en cible permanente, sans défense sociale. On voit aussi les conséquences psychologiques dans les textes. Dans la Hervarar saga, lorsqu'une femme guerrière est humiliée publiquement, même partiellement, elle quitte ensuite la communauté et disparaît du récit. Jochin souligne que cette disparition littéraire correspond probablement à un bannissement, un suicide ou une mise en esclavage. Elle note que, dans les mentalités nordiques, la honte publique ne pouvait être ni pardonnée ni oubliée. Ce caractère indélébile explique pourquoi le skepum était redouté. Il brisait toute possibilité de réhabilitation. Pour les Vikings, l'humiliation sexuelle symbolique n'était pas une manifestation de cruauté gratuite. Elle reposait sur des fondements culturels précis. L'anthropologue Preben Møllengracht Sørensen rappelle que le nid, insulte rituelle associée au skepum, avait une valeur quasi magique. Le nid transformait symboliquement l'identité de la personne humiliée. Dire à une guerrière qu'elle n'était pas une femme, pas un homme, pas humaine, n'était pas une insulte banale. C'était une annihilation rituelle. Cette parole performative, associée à la nudité forcée, détruisait la place sociale de la captive. Dans son étude Norse Need and Cultural Meaning, 1983, Sørensen conclut que la honte publique était une sanction plus grave que les coups, plus grave que la mutilation physique, et parfois pire que la mort. Les guerrières capturées n'étaient pas les seules victimes du skepum, mais elles étaient celles pour qui la punition prenait la forme la plus marquante. Dans les annales de Fulda, des femmes rebelles sont exposées nues pour prévenir la contagion du désordre. Dans certains récits germaniques, des femmes qui tentent de gouverner ou de participer à la guerre
subissent publiquement la dégradation sexuelle symbolique. On leur rase la tête, on les dénude, on les montre au peuple. Les parallèles culturels entre Scandinaves et Germains montrent que cette pratique n'était ni accidentelle ni marginale, mais profondément ancrée dans les traditions nord-européennes. L'archéologue Neil Price apporte un éclairage essentiel. Dans The Viking Way 2002, il montre que la guerre viking n'était pas seulement une affaire de muscles et d'armes, mais un système symbolique complexe mêlant magie, rituel et manipulation sociale. Le Skepum s'inscrit parfaitement dans cette logique. Humilier une guerrière capturée permettait de restaurer l'ordre cosmique, car une femme armée était perçue comme une anomalie, une transgression de la division sacrée entre masculin et féminin. Price insiste sur le fait que la nudité forcée avait une fonction strictement symbolique. Rappeler que la captive n'était plus une guerrière, mais un être réduit à la vulnérabilité. Il faut également comprendre que le Skepum avait une dimension politique. Dans les sociétés de clans, humilier publiquement une femme guerrière envoyait un message à toute sa communauté. « Nous avons brisé votre protectrice, donc nous avons brisé votre pouvoir. » Cette logique apparaît dans les sagas des Orcades, où des chefs exposent leurs ennemis pour asseoir leur autorité. Le corps dénudé devenait un outil de communication politique, destiné à renforcer l'image du vainqueur. Dans certains cas, l'humiliation pouvait aller encore plus loin. Les textes légendaires, comme ceux rapportés par Saxo Grammaticus dans Gesta Danorum, décrivent des scènes où les femmes guerrières capturées sont déshabillées, enchaînées et montrées publiquement pour être remises à leur place. Même si Saxo mélange mythe et histoire, les médiévistes savent que ces descriptions reposent sur un noyau de pratiques réelles, adaptées dans un contexte littéraire chrétien. Au-delà du rituel lui-même, la véritable violence du Skepum réside dans son impact social. Une femme guerrière humiliée de cette manière ne pouvait plus prétendre à un mariage honorable, ne pouvait plus hériter, ne pouvait plus exercer d'autorité. Elle était réduite à une existence marginale, souvent vouée à l'esclavage. Dans le Laws of the Northmen, compilé par Gudmundur Magnusson, il est précisé qu'une femme reconnue coupable de nid pouvait être vendue sans compensation, un statut proche de la mort civile. En définitive, le Skepum n'était pas une simple punition, c'était un rituel d'effacement, un moyen de briser une identité, un outil politique et social qui combinait symbolisme sexuel, humiliation publique et destruction de l'honneur. Les Vikings savaient que la honte tuait plus sûrement que l'épée. Et pour les femmes qui avaient osé défier leur code en devenant guerrières, le Skepum était la sentence ultime, une condamnation à vivre sans nom, sans clan, sans place, une mort qui marchait encore,